L'addiction à la pornographie commence parfois innocemment en regardant quelques magazines et images, mais cela peut souvent finir par un désir irrésistible de consommer du matériel pornographique en permanence. La consommation de ce type de contenu active la partie du cerveau associée au plaisir et au renforcement. L'expérience nouvelle et l'excitation liées à la pornographie peuvent créer une forte réponse de récompense dans le cerveau, similaire à celle ressentie avec les addictions aux substances. Nos cerveaux n'ont pas évolué pour avoir accès à autant de matériel en même temps. D'un point de vue évolutif, nos cerveaux primitifs étaient exposés à des stimuli relativement limités comparés à ce qui est disponible aujourd'hui avec la pornographie moderne. Nos ancêtres rencontraient probablement des stimuli sexuels principalement dans le cadre d'interactions réelles. Cela signifiait que vous deviez parler à quelqu'un du sexe opposé pour recevoir un quelconque stimulus, qui était peut-être plus prévisible et moins varié que l'éventail de contenus disponibles dans la pornographie actuelle. Lorsque vous regardez de la pornographie, votre cerveau se comporte comme un enfant dans un magasin de bonbons, ayant la possibilité de consommer autant qu'il le souhaite. Cela semble impressionnant au début, mais avec le temps, des effets néfastes finissent par se produire dans l'esprit, avec une bibliothèque infinie de contenus à disposition. Avec le temps, l'exposition répétée à la pornographie peut mener à une désensibilisation, où le cerveau devient moins réceptif aux mêmes stimuli. Cette désensibilisation peut pousser les individus à rechercher des formes plus intenses ou extrêmes de pornographie pour atteindre le même niveau d'excitation et de libération de dopamine, semblable à la tolérance dans les addictions aux jeux d'argent. Peu importe l'origine, Internet. 99% des joueurs ne s'arrêtent pas avant de gagner gros. Les casinos et autres entreprises peuvent manipuler certains des esprits les plus complexes de l'univers pour qu'ils tentent un dernier tour. De manière intéressante, le jeu affecte le cerveau de manière similaire aux addictions aux substances. Tout comme la drogue, le jeu stimule le système de récompense du cerveau, libérant de la dopamine et d'autres neurotransmetteurs associés au plaisir. L'anticipation de gagner et l'excitation liée à la prise de risque contribuent à cette libération de dopamine, créant une expérience gratifiante pour le cerveau. Avec le temps, le cerveau s'habitue à rechercher et à désirer cette poussée de dopamine associée au jeu, ce qui conduit à des comportements compulsifs. Il peut être difficile d'imaginer cela, mais dans l'esprit d'un joueur, il n'y a pas de plus grand bonheur que de s'asseoir devant une machine à sous et de tirer le levier encore et encore. À chaque fois que les rouleaux tournent, il y a une montée d'anticipation. Est-ce que ce sera le gros lot cette fois ? Cette anticipation déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, même si la personne ne gagne pas. Le fait de presque gagner, lorsque les symboles sur les rouleaux semblent sur le point de s'aligner pour créer une combinaison gagnante, active tout de même le système de dopamine, maintenant ainsi l'individu accro et désireux de rejouer. Au fil du temps, alors que la personne continue de jouer, son cerveau subit des modifications. La stimulation constante du système de récompense peut entraîner une désensibilisation, ce qui signifie qu'il faut des récompenses encore plus importantes pour produire le même niveau de plaisir. Cela peut contribuer au développement d'une tolérance où la personne doit jouer plus souvent ou miser des sommes plus importantes pour ressentir la même euphorie qu'auparavant. Ce qui commence par un pari de 100 $ peut presque instantanément se transformer en un pari de 110 000 $ sur le noir. De manière ironique, le cerveau dispose d'une réserve presque infinie de ces produits chimiques du bonheur. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque que les accros manquent à l'occasion d'obtenir une nouvelle montée. Perdre de l'argent en pariant peut encore rendre votre cerveau heureux à cause de la poussée d'adrénaline qu'il reçoit, vous incitant à jouer davantage même lorsque vous perdez. Quant à l'addiction religieuse, dans la plupart des cas, les croyances religieuses et spirituelles apportent un sens et un sentiment de communauté à beaucoup de gens. Cependant, dans certains cas, une focalisation extrême sur les croyances religieuses. Les pratiques religieuses peuvent devenir problématiques lorsque quelqu'un est trop impliqué dans ces rituels. Certains signes incluent le fait de ne pas écouter les idées ou croyances des autres, de tout voir en noir ou blanc sans nuance, de se mettre en colère si les rituels religieux ne peuvent pas être accomplis, d'ignorer des tâches importantes ou des devoirs scolaires pour se concentrer uniquement sur la religion, et de fréquenter exclusivement des personnes de leur groupe religieux. Ce qui rend l'addiction religieuse unique par rapport à l'addiction aux substances, c'est que le comportement ne concerne pas l'ingestion d'une drogue. Cependant, le besoin compulsif d'effectuer certains rituels religieux pour atteindre un état de confort émotionnel ou une montée perçue peut activer des émotions similaires. Contrairement à l'alcool ou aux drogues, qu'on peut arrêter complètement, l'abstinence totale n'est généralement ni une option, ni souhaitée pour la religion. Cela rend les addictions religieuses similaires aux addictions comportementales, comme le jeu ou l'addiction au sexe, où la modération est l'objectif, pas l'évitement total. Un fait étrange mais vrai, certaines personnes peuvent tellement se plonger dans des rituels religieux qu'elles commencent à ressentir des sensations physiques, comme de la chaleur ou des picotements, pendant la prière ou la méditation, comme si leur corps répondait à leurs expériences spirituelles. En ce qui concerne l'addiction à l'alcool, il faut savoir que votre foie peut parfois supporter plus de 30 ans d'abus avant de céder.
Étant donné la facilité d'accès à l'alcool, il n'est pas surprenant que ce soit l'une des addictions les plus répandues dans le monde. Avec le temps, les individus développent une tolérance à l'alcool, ce qui signifie qu'ils doivent consommer des quantités de plus en plus importantes pour obtenir les effets désirés. Un dicton courant chez les alcooliques est que arrêter l'alcool fait plus de mal que de bien. De manière paradoxale, cela peut être vrai dans un certain sens, car lorsqu'ils réduisent ou arrêtent leur consommation d'alcool, les individus peuvent ressentir des symptômes de sevrage tels que des tremblements, des nausées, des sueurs, de l'anxiété, de l'insomnie et dans certains cas, des crises ou le délirium tremens, DTS. Le DTS survient généralement dans les 48 à 96 heures suivant le dernier verre d'alcool et constitue une urgence médicale dans la plupart des cas, avec des symptômes tels que confusion sévère, désorientation. L'automutilation, parfois, peut activer le système opioïde naturel du cerveau, qui régule la douleur menant à la libération d'endorphines, les antidouleurs naturelles du corps. Cela peut entraîner un soulagement temporaire ou une euphorie, car la douleur et la détresse émotionnelle qui ont provoqué cet acte sont temporairement apaisées. Le cerveau est câblé pour organiser la douleur de A à Z, et plus la douleur est intense, plus elle est priorisée, ce qui diminue souvent la perception de la douleur initiale. Comme avec d'autres addictions, le cerveau s'habitue aux changements chimiques liés à l'automutilation, et les individus peuvent développer une tolérance nécessitant des blessures plus fréquentes ou graves pour atteindre le même niveau de soulagement ou d'euphorie. De plus, l'automutilation peut être associée à d'autres mécanismes destructeurs de régulation émotionnelle. Certains individus peuvent s'appuyer sur l'automutilation pour gérer des émotions accablantes telles que l'anxiété, la dépression ou la détresse liée à un traumatisme. Ainsi, dans un retournement cruel, l'acte d'automutilation peut offrir une évasion temporaire de la douleur émotionnelle ou un sentiment de contrôle dans des situations où les individus se sentent impuissants. À chaque fois que la personne subit du stress, son corps peut naturellement réclamer la douleur pour libérer des endorphines. Lors du sevrage de l'automutilation, les individus peuvent ressentir une gamme de symptômes physiques et psychologiques. Physiquement, ils peuvent ressentir de l'inconfort ou de la douleur sur les zones où ils se sont blessés. Après s'être fait mal, certaines personnes se sentent en réalité calmes et soulagées à cause des antidouleurs naturelles que leur corps libère. Psychologiquement, le sevrage de l'automutilation peut être difficile, car les individus peuvent avoir du mal à faire face à une détresse émotionnelle intense sans leur mécanisme habituel de gestion. Si jamais vous vous sentez déprimé ou que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, parlez à quelqu'un et cherchez de l'aide. L'automutilation n'est jamais la bonne solution. En ce qui concerne la toxicomanie, certaines drogues ont la capacité peu agréable de détourner les voies les voies naturelles de récompense du cerveau, habituellement activées par des activités saines comme manger, boire ou avoir des relations sexuelles. Lorsqu'elles sont utilisées, ces drogues provoquent une montée de dopamine, un neurotransmetteur. Les substances chimiques associées au plaisir et à la récompense, comme la dopamine, provoquent un intense sentiment de bonheur. Avec le temps, le cerveau s'adapte à la présence de ces drogues, devenant moins réactif aux récompenses naturelles, ce qui renforce les comportements compulsifs de recherche de drogue. Cela signifie que la joie que vous auriez eue en étreignant un être cher ou en mangeant est maintenant remplacée par un désir irrésistible de consommer la drogue. L'utilisation répétée de drogue entraîne des changements dans la structure et la fonction du cerveau, en particulier dans les zones impliquées dans la prise de décision, l'autocontrôle et la régulation du comportement. Ces changements rendent de plus en plus difficile pour les individus de résister aux envies de drogue et d'arrêter, même face à des conséquences négatives. La capacité du cerveau à éprouver du plaisir à partir de récompenses naturelles est fortement réduite, renforçant encore davantage le besoin de drogue pour ressentir un sentiment de bien-être. Pendant le sevrage, le cerveau a du mal à retrouver son fonctionnement normal, ce qui provoque souvent un inconfort intense et une forte envie de consommer à nouveau pour réduire les symptômes, car il est devenu tellement dépendant des effets de ces drogues qu'il a du mal à fonctionner normalement sans elles. Le système de récompense et de gestion du stress du cerveau est tellement perturbé durant le sevrage que cela contribue à des envies, des troubles de l'humeur et un risque accru de rechute. Addiction alimentaire. Bien que la nourriture elle-même ne soit pas une substance addictive, la réponse du cerveau à certains types d'aliments hautement palatables et gratifiants peut être tout aussi addictive. La consommation d'aliments riches en sucre, en matières grasses et en sel amène le cerveau à associer ces aliments à des sensations intenses de plaisir et de satisfaction, entraînant des envies et des comportements alimentaires compulsifs. Les individus souffrant d'addiction alimentaire peuvent éprouver des envies intenses et un besoin irrésistible de consommer certains aliments, même lorsqu'ils n'ont pas faim. Le système de récompense du cerveau devient anormal, et ces personnes peuvent donner la priorité à la consommation de nourriture au détriment d'autres activités ou responsabilités. Le plaisir et la satisfaction dérivés de la consommation d'aliments gratifiants peuvent être de puissants moteurs, conduisant à un cycle de fringales et de suralimentation. Des facteurs émotionnels tels que le stress, l'anxiété ou la dépression peuvent les pousser à un point où même la moindre pression peut inciter les addicts à se livrer à une frénésie alimentaire.
Comme pour tous les addicts, ils ne voient souvent pas de problème dans leurs habitudes. Lorsque vous essayez de restreindre ou de modifier leurs habitudes alimentaires, ils peuvent éprouver des symptômes de sevrage similaires à ceux observés dans les addictions aux substances, telles que l'irritabilité, l'anxiété, la dépression, la fatigue et des envies intenses pour les aliments qu'ils ont consommés. Addiction à la chirurgie esthétique. Cela se produit souvent lorsqu'un individu souffrant de dysmorphie corporelle se tourne vers la chirurgie plastique, ou même après de multiples interventions cosmétiques, rien ne semble jamais suffisant. Un sourcil pourrait être trop haut ou trop bas, et son nez pourrait être juste un peu décalé vers la gauche. Ils peuvent s'auto-détester ou non, mais ils auront toujours l'impression qu'il reste encore des améliorations à apporter dans leur quête du look parfait. Même la simple anticipation d'améliorer son apparence par la chirurgie esthétique peut inonder le cerveau de substances chimiques positives. Le cerveau peut alors commencer à associer les procédures cosmétiques à des sentiments de satisfaction et de confiance en soi, augmentant paradoxalement le besoin de subir davantage de chirurgie. Lorsque les individus atteints d'addiction à la chirurgie esthétique ne peuvent pas subir de procédures cosmétiques, ils peuvent ressentir des symptômes de sevrage les rendant instables. Étonnamment, malgré le fait d'avoir subi de nombreuses interventions, ces individus peuvent ne jamais se sentir pleinement satisfaits de leur apparence. Ils continuent d'identifier de nouvelles zones qu'ils perçoivent comme nécessitant des améliorations, entraînant un cycle de chirurgie et d'insatisfaction, les laissant dans un cycle sans fin de haine de soi. Dans des cas extrêmes, certaines personnes ont tenté de se transformer en poupée ou en personnages fictifs par le biais de la chirurgie, ce qui montre à quel point elles sont obsédées par le changement de leur apparence. L'addiction relationnelle ou dépendance affective se manifeste lorsque quelqu'un devient si focalisé sur une relation qu'il néglige ses propres besoins et son identité. La compulsion dans cette addiction découle du fait de tirer sa valeur personnelle du sacrifice et des soins apportés à son partenaire, plutôt que de rechercher de nouveaux plaisirs romantiques. Les personnes dépendantes affectivement restent profondément dépendantes, même dans des relations malsaines. Elles ont des difficultés à établir des limites et à se prioriser. Leur sens du but et de la validation est entièrement construit sur le fait d'être nécessaire à leur partenaire. Certaines personnes présentant une addiction relationnelle peuvent commencer à imiter les goûts, les aversions et même les manières de leur partenaire de manière si rapprochée qu'il semble qu'elles essaient de devenir le clone de leur partenaire pour rendre la relation parfaite. C'est un peu comme copier les devoirs de quelqu'un parce que vous pensez que c'est le seul moyen d'obtenir une bonne note. Cette addiction ne découle pas de la recherche du plaisir, mais plutôt des tentatives de guérir des insécurités et des peurs d'abandon, souvent causées par des expériences d'enfance. Les personnes codépendantes mettent compulsivement les besoins des autres en premier, perdant ainsi leur sens de l'indépendance au passage. Elles tirent une satisfaction du fait de satisfaire les besoins de leur partenaire et de recevoir des miettes d'appréciation ou d'amour en retour, ce qui renforce ce cycle malsain de négligence de soi. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos sur les addictions. Aimez et partagez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien rater. Laissez un commentaire pour vos questions ou réflexions.